Bien bonsoir. Dans l'actualité, la levée du corps du grand serigne de Dakar, El Hadj Bassirou Diagne, a réuni une dernière fois toutes les sensibilités du pays, dont la communauté Lébou bien sûr. Un dernier hommage lui a été rendu ce matin. Les ex-travailleurs de la Sotrac réclament 9 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, le reliquat d'arrêt de paix qui avait été estimé à 14 milliards de francs CFA. L'impact négatif des exploitations minières sur l'environnement préoccupe les collectivités locales. La direction des mines et les responsables des sociétés minières rassurent, le budget du programme social minier sera revu à la hausse. Jamel Debbouze se produit ce soir au Grand Théâtre. L'humoriste français d'origine marocaine promet de revenir à Dakar. Le spectacle se joue en effet. Il se déroule à guichet fermé. Seydi Ababakar Dieng est l'invité de l'entretien éclair de cette édition, le directeur du laboratoire de recherche économique et monétaire qui va jeter un regard ce soir sur l'an 1 de Macky Sall au pouvoir. Le grand serigne de Dakar repose désormais au cimetière de Yoff. El Hadj Bassirou Diagne est décédé hier à l'âge de 84 ans. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal. La classe politique, les autorités coutumières et religieuses lui ont rendu un tout dernier hommage. Alioune Diagne et Ibou Diouf étaient sur place. Ils étaient venus, très nombreux d'ailleurs, rendre un dernier hommage au grand serigne de Dakar. El Hadj Bassirou Diagne, rappelé à Dieu le 25 mars dernier, nous est compté par ses amis. Un homme de Dieu s'en est allé, un homme de bien s'en est allé, un patriote debout au service de son pays s'en est allé. Un musulman profondément pétri de toutes les qualités religieuses s'en est allé. Il a quand même posé beaucoup d'actes qui sont allés dans le sens du renforcement de l'économie nationale, mais également sur le plan de l'islam, sur le plan de la communauté musulmane mondiale, sénégalaise, sur le plan de la tariqa Tijaniya également, où il était très présent. J'ai toujours été frappé par son intelligence, sa générosité et la pertinence de ses idées. El Hadj Bassirou Diagne fut un adepte du dialogue islamo-chrétien, un régulateur social incontestable. Ses amis et parents parlent d'un nombre de ruptures et d'ouverture. Mais surtout, il a œuvré pour la cohésion et la concorde nationale. Et de ce point de vue, la nation entière lui est redevable. C'est pourquoi nous nous inclinons devant sa dépouille et prions pour que le bon Dieu l'accueille en son paradis. Bassirou Diagne était un grand médiateur social, quelqu'un qui aimait s'investir pour rapprocher les gens, pour obtenir la paix de cœur, pour obtenir une symbiose autour de l'essentiel. Moi, je garde de lui l'image d'un homme de rassemblement, d'un homme de consensus et d'un homme de paix, mais qui plus est était pour moi un père, mais aussi un conseiller. Grand dignitaire de la collectivité Lébou, El Hadj Bassirou Diagne s'était illustré par ses actions pour la conservation et la revalorisation de la tradition de la communauté Lébou. El Hadj Bassirou Diagne est inhumé au cimetière musulman de Yoff. Les condoléances également de GFM. El Hadj Bassirou Diagne, Mariam Diop, né en 1928 à Dakar. Il a joué une bonne partition dans la fonction publique sous le régime socialiste, sous donc Diouf et Senghor. Auparavant, le parcours du chef de la communauté Lébou avec Maïmouna Ndiaye. Il était d'une élégance sans commune mesure, équidistant entre les familles religieuses, d'où son nom, le grand médiateur. El Hadj Bassirou Diagne Mariam Diop a beaucoup participé au dialogue islamo-chrétien. Ce grand dignitaire Lébou est né le 17 juillet 1928 au Pench de Djeko. Fils de Mariam Diop Martar, le grand serigne de Dakar est à la tête de la collectivité Lébou depuis 1985. À la suite du décès d'El Hadj Momar Mariam Diop, l'homme était un agent de grande compagnie spécialisée dans le commerce, notamment à Ndande.
située dans le département de Kébémer, localité d'où il a intégré l'école française avant de s'installer à Dakar. Il fut membre fondateur du groupement économique du Sénégal. Le grand serigne de Dakar était également un fonctionnaire de la police nationale. Il a servi à la section carte nationale d'identité avant d'être promu sur concours inspecteur de police. En 1962, le dignitaire lébou est nommé chargé de mission au cabinet du ministère de l'Intérieur sous Abdoulaye Fofana. Le grand serigne fut aussi promoteur de la culture et du sport. Il a eu à initier des combats de lutte aux arènes de Fass et au stade Demba Diop. Bassirou Diagne Marème Diop est aussi très proche de la famille Sy. Il n'apparaissait plus sur la scène publique depuis presque 2 ans. Ceci pour des raisons de santé. Le chef supérieur de la collectivité Lebou a rendu l'âme hier à l'âge de 85 ans. Il est inhumé ce mardi au cimetière musulman de Yoff. L'ancien fonctionnaire de police n'aurait certainement pas apprécié cet acte que vous allez découvrir dans quelques instants, ces images insolites mais surtout malheureuses de cet homme qui a posé l'acte inavouable de faire les poches tout simplement des nombreux amis venus l'accompagner jusque devant sa toute dernière demeure. Regardez. Ils ont recouvré la liberté grâce à l'intervention de l'ONG Paix et en France. C'est ces Sénégalais qui se sont retrouvés dans les cellules bissau-guinéennes alors qu'ils poursuivaient des voleurs de bétail. Ils se sont heurtés à l'armée dans l'arrondissement de Ndioumone, dans le pays voisin. Les voleurs ont emporté 43 moutons. Les larmes du leader de Rewmi suscitent encore des commentaires aux yeux de certains observateurs. Idrissa Seck a bien pensé ce moment d'émotion pour gagner l'empathie des Sénégalais. L'ancien Premier ministre qui a laissé un peu échapper les larmes lors de l'entretien qu'il a accordé au groupe Futur Média Mardieng Fatou Bintou Kanté. Je respecte chaque être humain. Pour une première, Idrissa Seck pleure en public. Le leader du parti Rewmi n'a pas pu retenir ses larmes hier en évoquant les souffrances qu'il a subies du temps de Abdoulaye Wade. Des larmes qui ne convainquent point certains analystes politiques. Ils parlent plutôt de stratégie de communication. Ces pleurs-là peuvent être l'expression à la fois peut-être d'une passion, d'une agression morale qu'il aura subie, parce que peut-être on lui aurait dit que lui, c'était un homme asocial, alors qu'il considère que tout son comportement, toute sa vie est marqué par des étapes de par des trajectoires centrées et orientées vers la sociabilité. Il est clair qu'on peut les analyser à travers plusieurs grilles de lecture, mais une constante, c'est que ça fait partie de la personnalité de ce monsieur qui sait utiliser la communication. Et il a su traduire peut-être une stratégie. C'est aujourd'hui clair qu'il est décidé à se battre parce que, considérant que le courage est une peur vaincue. Je pense que sa communication d'hier constitue, si vous voulez, une manière de créer une rupture par rapport, si vous voulez, à la coalition Benno Bokk Yakaar. Et de ce point de vue-là, Idrissa Seck crée des stratégies parce qu'il a eu à avoir, si vous voulez, des malentendus. Il a eu à avoir des problèmes avec les citoyens sénégalais, vu ses va-et-vient avec Abdoulaye Wade. Maintenant, pour se réconcilier avec cette population-là, Idrissa Seck va utiliser des stratégies, à savoir le fait de se victimiser davantage. Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Idrissa Seck n'entend point la quitter. Mais il se permet une certaine liberté de ton, une démarcation avec ses amis. La liberté de ton est une expression et une marque de la personnalité de l'individu. Hein? Je considère que c'est sa personnalité, mais c'est un des éléments qu'il utilise comme arme en direction des élections, et c'est un moyen en fait de recomposer et de souder sa formation qui peut-être à un moment donné était en train d'entrer en déliquescence. Pour opérer une démarcation stratégique ouverte,
dont on pouvait penser que cela pouvait intervenir beaucoup plus tard. Mais je pense qu'en choisissant ce moment, il a décidé d'opter pour déjà se préparer probablement pour les locales et planter son drapeau en utilisant les opportunités entre guillemets politiques de la période marquée par un certain nombre de difficultés pour montrer ses ambitions, se différencier du pouvoir en place sans se désolidariser totalement. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il a planté son drapeau comme dirigeant dans l'opposition. Pour certains analystes politiques, le leader de Rewmi a réussi son coup. Par contre, d'autres estiment que la politique des pleurs n'a pas d'avenir au Sénégal. Du point de vue du résultat de l'immédiateté, il est clair qu'il a focalisé aujourd'hui toutes les attentions sur sa personne, sur son comportement. Et qu'en le faisant, sachant que tout homme est calculateur en fonction de son niveau d'information, je considère qu'on peut penser qu'il aurait atteint les résultats aujourd'hui et qu'il s'est positionné dans une trajectoire en mettant en place une rampe de lancement autour de sa stratégie de communication. Les Sénégalais sont assez mûrs parce qu'aujourd'hui, je pense que ce ne sont pas les pleurs qui règlent, mais on a besoin des gens qui sont capables, n'est-ce pas, de faire face à la situation économique, n'est-ce pas, sociale du pays. De toutes les façons, la sortie médiatique de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck suscite beaucoup d'interrogations, tant pour les larmes que sa posture au sein de l'Alliance Benno Bokk Yakaar. Vous pouvez suivre la version Wolof de cet entretien juste après ce journal. Ce sera aux environs de 20h40. Les ex-travailleurs de la Sotrac qui réclament 9 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, le reliquat d'arrêt de salaire selon eux de paiement qui avait été estimé à 14 milliards de francs CFA. Ils sont au nombre de 2700 agents. Voici le président du collectif. Faisons une sortie pour encore parler du sempiternel problème de la Sotrac. Ça fait des années que nous courons derrière notre dû. C'est le reliquat qui restait des dettes de salaire qui nous devaient à la liquidation de la Sotrac. Sur une somme de 14 milliards 113 millions, ils nous ont donné un acompte de 5 milliards. Nous réclamons le reliquat depuis bien des années. Et vous savez que ce qui remplace le salaire chez un père de famille qui a des charges, c'est en fait ce qui est essentiel pour sa survie et la survie de sa famille. Retarder cela, vraiment, c'est encore les confondre dans des situations extrêmement difficiles. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 2700 personnes. 2700 personnes à la liquidation de la Sotrac. C'est l'effectif des personnes intéressées par la question là. Le problème n'est pas de nous donner des assurances, mais le problème qui nous intéresse, c'est vraiment de nous donner des réponses très claires, c'est-à-dire nous dire quand est-ce qu'il faut nous payer cet argent-là. L'impact négatif des exploitations minières sur l'environnement, une préoccupation pour les collectivités locales. La direction des mines et les responsables des sociétés minières rassurent en ce qui les concerne. Le budget du programme social minier sera revu à la hausse. Engagement annoncé lors de l'atelier sur l'évaluation du programme social minier. Les 4 milliards de francs CFA du programme social minier sont jugés insuffisants par les collectivités locales pour répondre aux besoins des populations vivant dans les zones d'exploitation minière. L'ensemble de ces dispositifs devrait permettre à ces populations de susciter un peu un certain espoir. Malheureusement, le manque de concertation a fait que beaucoup de problèmes surgissent tous les jours, allant jusqu'au blocage même du fonctionnement de certaines sociétés, notamment de MDL. C'est lors de 4 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les collectivités locales abritant les opérations minières. Il s'agit également de corriger un paradoxe, la pauvreté des populations de ces régions pourtant riches en ressources minières. Je pense que nous devons faire qu'on ait un niveau d'emploi des jeunes suffisamment attractif, qu'au plan social qu'on ait à envier à aucune région. Je pense qu'il y a des richesses naturelles qui doivent profiter à l'ensemble de la collectivité. Il y a des régions déjà qui sont pauvres où on n'a pas les ressources. Donc, mais ce qui est important, c'est que dans l'exploitation de ces ressources, la valorisation de ces ressources, qu'on puisse en faire une conversion efficace, c'est-à-dire de la ressource physique
quelle que soit la nature de ces ressources, qu'on arrive à en faire une ressource économique qui puisse entraîner la croissance et le développement local. L'impact négatif des exploitations minières sur l'environnement et la santé des populations préoccupe également les collectivités locales. Elles réclament un audit du secteur. Pour les sociétés qui sont déjà installées, il faut faire l'évaluation, il faut faire l'expertise, faire l'audit pour voir quel est l'impact au plan environnemental, au plan social, au plan économique. Notre convention minière dit que l'on doit investir, que l'on doit dépenser au minimum 425 000 $ américains par an sur notre zone d'activité. Ça fait plus de 220 millions de CFA. Depuis 2006, donc depuis le démarrage de l'exploration sur cette zone-là et qui s'est continué avec l'exploitation, nous avons les chiffres qui sont fournis en toute transparence à l'État. Nous avons dépensé plus de 4 700 000 $ américains, ce qui correspond à plus de 2 milliards de CFA. Mais une chose à bien prendre en compte, c'est que les projets miniers aurifères dans la région de Kédougou sont des projets avec une ressource limitée, une petite ressource et un grade, c'est-à-dire une qualité de minéralisation faible. On est rarement à plus de 2 grammes par tonne. Les populations locales espèrent des décisions concrètes au sortir de cette rencontre sur l'évaluation du programme social minier. Le changement climatique et ses conséquences dans ce continent africain. L'Union internationale pour la conservation de la nature prend les devants pour limiter et surtout contenir les dégâts. L'UICN, avec l'appui de la CEDEAO, va lancer une stratégie de lutte. Diafaraba Dissaprera. Ces dernières années, le Sénégal et ses pays voisins ont subi d'énormes catastrophes naturelles. La plupart d'entre elles restent liées aux effets des changements climatiques. Une situation qui va s'accentuer dans les prochaines années selon les scientifiques. Ces dernières années, effectivement, il y a des phénomènes extrêmes, tels que donc les inondations, mais aussi les sécheresses. Donc ce n'est pas uniquement donc les inondations. Et on remarque aussi des pics assez importants, que ce soit donc notamment au niveau donc de la température. Parmi ces défis, les changements climatiques sont les plus importants actuellement à cause du réchauffement de la terre et qui se traduisent directement dans la vie des populations. Vous savez, toutes les répercussions de la montée du niveau des océans sur notre industrie touristique par exemple. À Mbour, plusieurs hôtels ont perdu leur plage et donc accusent des difficultés au plan des effectifs de touristes qui venaient chaque année, etc. Et ces problèmes se posent également au niveau de l'agriculture, la dégradation des terres, etc. Il n'y a pas de secteur de la vie qui échappe à ce phénomène de changement climatique, d'où la nécessité de trouver des moyens de contenir et minimiser les conséquences, mais aussi protéger ce qui reste à travers les lois votées à l'Assemblée nationale. C'est un rôle qu'on néglige souvent. Les effets liés au changement climatique sont énormes. C'est pourquoi nous lançons un plaidoyer envers les élus pour qu'une loi pour la protection du littoral soit votée. Sinon, nous risquons d'être envahis par la mer. Les conséquences des changements climatiques sont multiples: pauvreté, rareté des ressources halieutiques, dégradation des terres. La liste n'est pas exhaustive. Des stratégies pour limiter les dégâts s'imposent. Les pays membres de la CEDEAO en font un cheval de bataille. Désormais, on peut parler d'écailleurs de poissons, ce métier qui se masculinise alors qu'il a été jusqu'ici une spécialité des femmes. Le constat au marché Grand Médine. Pape Ibrahima Diagne est dans ce marché de 16h à 21h. Il y exerce le métier d'écailleur de poissons. Depuis presque 7 ans, il fait ce travail. Chain, de son surnom, affirme que c'est un métier comme tout autre malgré les contraintes. Depuis l'année 2006, je suis écailleur. Je faisais les poissons braisés. Mais maintenant, je fais le poisson dans le secteur de nettoyage comme écailleur. J'ai jamais eu le complexe depuis que j'ai quitté l'école. J'ai fait la formation, j'ai fait mes études et je suis l'aîné de ma mère. Je sais qu'il me faut quelque chose dans la maison. Malheureusement, ce métier ne nourrit pas son homme. Pour les autres collègues de Chain, l'on ne se lève pas toujours du bon pied. Pour l'instant, on peut dire Alhamdulillah, mais nous n'avons pas trop de clients. Il faut dire que c'est un métier difficile aussi. Des fois, on peut avoir 4 000 francs, voire 5 000 francs, mais parfois aussi, ça peut être moins que ça. Certains clients peuvent te payer un bon prix, mais d'autres, par contre, ne font pas l'affaire. J'exhorte les jeunes à trouver un métier.
Écailler des poissons, ce n'est vraiment pas un métier d'avenir. Mais alhamdoulilah. Le métier d'écailleur était jadis réservé aux femmes. Aujourd'hui, pour ces messieurs, le métier n'a pas de sexe et qu'il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel pour eux, c'est de trouver de quoi entretenir leur famille. Et puis cette première à Dakar, Jamel Debbouze qui se produit ce soir au Grand Théâtre. Le spectacle devrait démarrer dans un peu moins de 10 minutes. L'humoriste français d'origine marocaine qui promet de revenir au Sénégal puisque le spectacle se déroule à guichet fermé. Le tarif du billet a été jugé peu abordable, 25 000 francs CFA. Par contre, l'artiste impute ce montant à l'étroitesse de la salle par rapport bien sûr à son standing. Cette salle accueille tout de même 1800 personnes. Jamel Debbouze déballe ses valises à Dakar. C'est ce lundi aux environs de 0h qu'il a foulé le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Pour une première, l'humoriste présente son one-man show au Grand Théâtre National. Je suis fasciné moi par le Sénégal et l'Afrique en général. J'ai jamais eu l'opportunité d'y aller vraiment et je ne pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Le prix du spectacle jugé cher, Jamel et l'un des promoteurs explique les raisons. Le grand regret, c'est que les places soient trop chères. On en parlait hier encore. Tout à fait. Les places sont trop chères, mais malheureusement, c'est une salle de 1500 places. On est à peu près, je sais pas, 10. Il y a 10 billets à prendre en charge. Sans compter que je ne suis pas gratuit. Non, mais et que chacun a un cachet. Tout le monde essaye de vivre sur ce spectacle. Si on a des salles de 4000 places, ça change les tout. billets coûteraient beaucoup moins cher. Ouais. Voilà la réalité. Sur ce, le franco-marocain promet de revenir au Sénégal pour d'autres spectacles. On va venir et revenir et revenir, c'est certain. On peut dire que c'est la première édition. Oui, c'est la première fois qu'on vient, mais c'est pas la dernière, je peux vous le garantir. Là, je me rends compte qu'il y a une vraie infrastructure, une vraie organisation, une vraie production. Et je suis le premier à vouloir revenir, même à jouer en plein air gratuitement, pour que le maximum de gens puissent en profiter. Avec sa verve inimitable, Jamel Debbouze va raconter durant le spectacle son mariage, la naissance de son fils, entre autres. Jamel nous dit tout. Une fois de plus, il nous embarque dans son univers passionnant. Venez, ça sert à rien d'essayer de... Venez voir le spectacle, vous allez bien rire, c'est sûr. L'humoriste qui nous fait rire déjà. Voici un point de l'actualité internationale avec Ibrahim Kamara. Le passage de la MISMA en une opération onusienne, tel est l'ordre du jour de la rencontre des chefs militaires impliqués dans la guerre au Mali. On aura plus de moyens avec l'ONU et nos hommes pourront exécuter cette mission dans de meilleures conditions, selon le général Bakayoko, chef d'état-major ivoirien et président en exercice du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Le coup d'État est désormais officiel. Le chef de la Séléka, Michel Djotodia, a annoncé qu'il allait suspendre la Constitution et légiférer par ordonnance pour conduire la transition du pays durant 3 ans. Le nouvel homme fort de Bangui s'est également engagé à respecter les accords de Libreville fixés le 11 janvier 2013, dont le maintien du Premier ministre Nicolas Tchangaï, chef du gouvernement de transition et opposant à François Bouzizé. L'image est historique. Le président de la coalition nationale syrienne, Mouaz Al-Khatib, occupe le siège de la Syrie à la Ligue arabe à l'occasion du sommet annuel des chefs d'État arabes qui s'est ouvert ce mardi à Doha au Qatar. Derrière lui se trouvent 3 autres dirigeants de la principale composante de l'opposition syrienne, Souhaïr Al-Atassi, Georges Sabra et le premier ministre intérimaire récemment élu, Ghassan Hito. Le drapeau de la révolution syrienne a également remplacé celui du régime de Damas. Dans son discours prononcé au nom du peuple syrien, Ahmad Mouaz Al-Khatib a insisté sur le fait que les Syriens devaient décider seuls de leur avenir. Le commandement de l'armée du peuple coréen déclare que toutes les troupes d'artillerie, y compris les unités stratégiques de missiles et les unités d'artillerie à longue portée, doivent être placées en alerte prêtes au combat. Cela fait suite au vol de bombardiers de l'armée américaine au-dessus de la Corée du Sud, jugée menaçant par ce dernier. Ces unités doivent se tenir prêtes à attaquer toutes les bases militaires américaines dans la région Asie-Pacifique, y compris sur le continent nord-américain, Hawaï et Guam, ainsi qu'en Corée du Sud, a ajouté le commandement de la puissance asiatique.
Football d'abord avec cette 11e journée de la Ligue 1. Le Duc qui a concédé le nul 3 partout face à l'Olympique de Ngor. Le match s'est joué lundi au stade Demba Diop. L'entraîneur du Dakar University Club. Arriver à la mi-temps en faveur de Ngor, c'est logique. Mais après avoir rectifié durant le vestiaire en deuxième mi-temps, bon, j'ai demandé aux gosses d'être lucides en deuxième mi-temps et de revenir tranquillement dans le jeu pour pouvoir revenir au score, car c'est encore jouable. À partir de ce moment, il ne faudrait pas jeter les ballons. Il faut conserver notre principe de jeu en ayant toujours le souci de construire et d'aller de l'avant. Et je pense qu'ils ont bien capté le message et c'est fort logiquement qu'on est revenu au score. On ne pouvait pas perdre ce match dans ces conditions-là. Donc je loue le caractère de mes gosses. Hein. Cela veut dire qu'ils ont un bon mental. Si on n'avait pas un bon mental, on n'allait pas revenir. Le point du nul qui semble bien convenir aux pêcheurs ngorois, les ambitions de l'auteur d'un doublé El Hadji Fine Bop avec Cheikh Tidiane Diarra. Je regrette parce qu'on avait l'avantage d'après avoir mené 3-1, malgré nous avons mené 1-0. Donc c'est des regrets. Mais comme je t'ai dit, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Parce que notre objectif c'est le maintien. C'est vrai que notre avantage c'était de gagner ce match-là. On vient de faire un match nul, on s'en joue à ça. Vraiment, et j'encourage mes joueurs. Le président voulait qu'on joue le maintien, mais nous on sait qu'on peut jouer le premier rôle dans ce championnat. On joue toujours ensemble. Faire marquer 2 buts, il n'y a rien, je pense. Je pense que c'est le travail fait quoi. Je rêve être meilleur buteur. Inch'Allah. Une large victoire de l'AS Douane devant l'US Ouakam, 4-0. Le match s'est joué hier, la première victoire de l'ex-lanterne rouge. Voici donc les résultats de cette 11e journée. Jaraf Djambar 1-0, l'US Gorée a battu Guédiawaye 2-0, Nyaritali Kaza 1-0, AS Pikine Port même score, Touré Kunda Yego 1 but partout en haut du tableau à l'issue de cette 11e journée. Djambar 21 points, AS Pikine 18 points, Jaraf est 3e avec le même nombre de points et puis Guédiawaye qui ferme la marche avec 8 points. Handball avec la fédération qui reprend son stadium, les combats de lutte traditionnels qui font traîner la discipline sur le terrain selon les responsables de cette fédération. Voici le chargé de la communication, Sambou Biagui. Nous avons saisi par courrier les différents promoteurs qui ont sollicité le stadium Iba Mar Diop pour l'organisation de leur combat. Pour leur signifier qu'à partir du 24 mars, nous avons décidé de reprendre le stade dans le cadre du déroulement des championnats de handball. Ça ne veut pas dire que nous avons interdit la lutte, le stadium. S'il n'y a pas de championnat, les promoteurs peuvent organiser. Mais tant qu'il y a le championnat, nous avons décidé en tout cas de dérouler le programme de la saison de handball. Et en fait, une mesure, parce que depuis le début, les promoteurs ont sollicité la Fédération sénégalaise de handball et nous avons essayé de libérer quelques journées à ces promoteurs-là. Mais il se trouve qu'aujourd'hui que nous avons une pression au niveau de la fédération avec beaucoup de matchs de handball qui doivent se dérouler. C'est dans ce cadre-là. Mais également, il y a une certaine information qui circule selon laquelle la fédération a vendu certaines journées à certains promoteurs de lutte, ce qui est faux. D'où aujourd'hui la nécessité, en tout cas, de reprendre toutes les journées de handball. Il n'est plus question, en tout cas, de céder des journées de handball à un promoteur. Sambou Biagui de la fédération de handball. Tout de suite, l'entretien éclair qui accueille ce soir Seydi Ababakar Dieng. Il est donc l'invité de cet entretien. Il est directeur du laboratoire de recherche économique et monétaire. Il jette avec nous un regard sur l'an 1 de Macky Sall au pouvoir dans son domaine de compétences. Bien sûr, Monsieur Dieng, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, un regard panoramique sur cette année de Macky Sall au pouvoir. Sur le plan économique, de façon globale. Bon, sur le plan économique, on peut très rapidement retenir quelques décisions majeures. Par exemple, concernant la fiscalité, donc la réduction du taux d'imposition concernant le revenu. Je pense que ça
ça peut augmenter, ça peut baisser un peu la consommation. Même si ça ne concerne pas beaucoup de monde, mais en fait ceux qui ont du travail. Mais c'est toujours un point de plus dans ce sens. Donc on a plutôt une dynamique positive. La croissance, on en parle beaucoup, et la question de la dette est-elle vraiment un handicap dans la progression de ce pays? En fait, parce que la dette, au fond, c'est vrai qu'il y a des critères qui limitent l'endettement des pays, notamment comme on est engagé dans un processus d'intégration régionale, il y a des critères à respecter. Déjà, le taux d'endettement est en deçà de ce seuil. N'empêche, ce qui est important à mon avis, c'est vrai que le gouvernement est plutôt tendance libérale, donc, et tout le monde sait le poids du néolibéralisme actuellement dans les pays notamment qui sont sous perfusion financière des institutions internationales. Et donc juste pour vous dire que à mon avis l'endettement c'est pas trop important. En fait le taux actuellement ça ne peut pas être en fait ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui est important c'est que quel que soit le montant de l'endettement, si on est sûr de dégager des ressources futures pour pouvoir rembourser l'endettement, il n'y a pas de problème. L'endettement est dans l'ordre naturel des choses, c'est normal, même si on en fait souvent tout un foin. Bon, en fait, c'est plutôt une matrice de pays. Surtout dans le système capitaliste. Donc déjà, si on regarde en fait la dynamique du financement de l'économie, on voit par exemple l'année dernière le crédit intérieur tournait autour de 14,7%, moins de 15%. Moi, je trouve que c'est un peu quand même trop, en fait c'est un peu faible par rapport à ce qui se passe dans les économies développées. Très bien. Alors au niveau maintenant des échanges commerciaux, quelles leçons tirer de cette nouvelle orientation ? Si la balance reste encore déficitaire. Oui, malheureusement, comme vous le dites, la balance est encore déficitaire et qu'il faut aussi remarquer le poids prépondérant de la charge en fait d'importation de produits alimentaires, notamment le riz, mais aussi en fait tout ce qui est produits énergétiques, en particulier le pétrole et le gaz. Et donc moi je pense qu'il faut... le Sénégal ne peut pas résoudre en fait ces problèmes en étant plus ou moins seul. Bon, c'est vrai qu'on est dans une dynamique régionale, mais il n'y a pas une impulsion forte pour créer de la croissance dans nos économies. Et donc je peux juste donner un exemple pour le cas de l'énergie. Donc tout le monde sait qu'on a des problèmes sérieux avec l'électricité, même si on note quelques améliorations. Mais pour résoudre le problème d'une manière beaucoup plus satisfaisante, moi je pense qu'il faut aussi penser à la coopération. Parce qu'on est dans une situation économique où les économies ne peuvent pas s'en sortir seules. Même les grandes économies ne peuvent pas s'en sortir seules. Moi je pense qu'il faut aussi voir, par exemple, le cas de la Guinée, qui a un potentiel hydroélectrique en fait important. Hydraulique en fait, c'est une énergie non seulement qui est beaucoup moins chère, plus propre et qui peut naturellement aider tous les pays, non seulement la Guinée, mais aussi les pays qui sont autour de lui. Donc, moi je pense qu'il faut plutôt privilégier en fait une résolution du problème de l'énergie qui ne concerne pas que le Sénégal, beaucoup d'autres pays, y compris d'autres pays africains. Mais je pense qu'il faut plus aller vers la coopération, le pooling en termes d'expertise et de ressources pour régler ce problème de manière définitive. Alors, cette question qui intéresse au premier plan les Sénégalais, le prix des denrées de première nécessité. Alors, les autorités prennent l'engagement de faire baisser les prix des denrées. En revanche, on note que la décision tarde à se mettre en pratique sur le terrain. En tant qu'expert, que dites-vous aux Sénégalais pour leur expliquer un tout petit peu ce retard, ou en tout cas cette manque de volonté, ou cette absence de langage de vérité, selon les détracteurs de cette administration sale? En fait, c'est qu'il faut plutôt retenir qu'on n'est plus dans les périodes où on avait par exemple un contrôle des prix, en fait, etc. Donc là, on est dans un système où l'économie est plus ou moins libérale, en fait, et que les marchés, les prix se décident au niveau du marché, notamment comme on importe davantage de produits en fait alimentaires, donc les prix ne dépendent pas en fait de nous. Donc ces prix-là, en fait, nous sont imposés. Et par conséquent, si le gouvernement s'engage dans cette solution de subventionner en fait les prix, moi je pense que ça ne peut pas être une politique durable. En fait, le seul moyen que le gouvernement aurait, c'est la subvention. Oui, mais c'est que la subvention... Ne maîtrisant pas le marché global. Il le fait d'ailleurs, mais sauf que ça ne peut pas tenir. Et puis en plus, les bailleurs
internationaux ne vont pas laisser le Sénégal perdurer dans une situation de politique de subvention. L'électricité aussi, c'est un exemple aussi pertinent dans ce sens. Donc je pense qu'il faut plutôt, comme c'est le cas actuellement, favoriser la production locale, diversifiée et en fait faire une promotion aussi de la consommation des produits locaux. Moi je pense que ça peut être une partie qui peut permettre de régler le problème. Un début de réponse en tout cas. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement du secteur privé dans l'optique de promouvoir l'emploi justement des jeunes globalement, comment est-ce que vous le jugez? En fait, moi je pense que le Sénégal a beaucoup de défis, et ce sont des défis qui sont reliés les uns et les autres en fait. Donc ce qui se passe, c'est que on ne peut pas en fait parler d'un problème de l'emploi sans pour autant aussi regarder côté ce qu'offre le système éducatif et universitaire aux entreprises. Moi je pense qu'il faut aussi, c'est une politique d'ensemble. Donc le gouvernement en fait crée en fait des emplois, mais tout le monde sait que par rapport à la masse des demandeurs d'emploi, ce n'est pas suffisant, mais c'est toujours à prendre. Mais aussi de l'autre côté, il faut faire en sorte que l'environnement soit propice aux initiatives locales et privées. Et donc, moi, je pense que si, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs, donc si le gouvernement, en fait, continue à encourager les entreprises déjà avec une fiscalité beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, et en même temps aussi leur donner les moyens par la coopération, par, en fait, les joint ventures, ce qu'on appelle les entreprises qui travaillent ensemble. Moi, je pense que ça peut aussi jouer un rôle. Alors, M. Dieng, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Toute dernière question, au niveau des travaux publics, la préférence nationale avait été énoncée. Est-elle forcément une bonne solution? En fait, tout dépend de l'optique qu'on a. Est-ce qu'on est libéral ou pas? Bon, en ce qui nous concerne, moi, je pense que ce qui est important, c'est que l'économie devient de plus en plus prospère. Et pour cela, moi, je pense qu'il faut aussi choisir les meilleurs, même s'ils viennent d'ailleurs, à mon avis. Donc, je pense que ça peut paraître plus ou moins, peut-être pas simple, mais je pense que la dynamique voudrait qu'on prenne les meilleurs, quelle que soit leur nationalité, etc. Moi, je pense qu'il faut privilégier la politique de l'excellence et non pas de la médiocrité. Donc, nos entreprises doivent tout faire pour être compétitives. Seydi Ababacar Dieng, directeur du laboratoire de recherche économique et monétaire. Il était notre invité ce soir pour justement jeter un regard sur l'an 1 de Macky Sall au pouvoir. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À 20h40, vous suivez cet entretien exclusif qu'Idrissa Seck, le leader de Rewmi, a accordé au groupe Futur Média. Bonne soirée sur TFM. Au revoir.